On dit que ce sont les petites choses qui s'en vont en premier, les prénoms, les clés, pourquoi on est entré dans une pièce. Et au début, j'y ai cru. Après tout, j'ai 79 ans. J'ai passé toute ma vie à Avignon, élevé 3 enfants dans la même maison où j'ai grandi, vu le ciel du Vaucluse changer 1000 fois de couleur au fil des saisons. J'ai observé la lente disparition des anciens voisins, la manière dont l'âge émousse même les plus fiers. Alors, quand j'ai commencé à oublier des broutilles, je ne me suis pas affolée. Je me suis dit que c'était la chaleur, le Mistral, ou juste le temps qui ralentissait un peu tout. C'est arrivé un matin d'été, j'étais sortie tôt balayer la terrasse, comme toujours, avant que le soleil ne tape trop fort. Je me souviens avoir posé le balai contre le mur, être rentrée faire chauffer un café, puis être ressortie, et le balai avait disparu. Pas juste déplacé, disparu. Je l'ai retrouvé plus tard dans la buanderie, rangé derrière la machine à laver. J'en ai ri. J'en ai même parlé à mon amie Denise quand on a papoté au téléphone ce soir-là. Elle a dit: «Oh Simone, c'est juste l'âge. T'inquiète pas.» Mais ça a continué. Je cherchais mes lunettes pour les retrouver dans le frigo. Je notais les courses sur un petit papier, je le laissais sur la table, et une fois arrivé à l'Intermarché de la rue des Teinturiers, je ne me souvenais plus de rien. Toujours pas inquiétant. Pas vraiment. Pas jusqu'au jour où j'ai raté mon propre rendez-vous chez le médecin. Je l'avais pourtant noté sur le calendrier, entouré en rouge, même mis une alarme sur le petit réveil digital que m'a offert mon petit-fils Paul. Mais ce jour-là est passé, comme englouti. Et moi, je n'en ai pas eu la moindre conscience. C'est là que la peur a commencé à s'installer doucement. Je m'asseyais sur le banc devant la maison et j'essayais de me rappeler ma matinée. Parfois, les souvenirs revenaient en morceaux, une tasse de café laissée à moitié pleine, une chanson entendue sur France Bleu Vaucluse. D'autres fois, il ne restait rien, comme si une page avait sauté dans un livre, sans possibilité de retour en arrière. Et mon mari, Alain, avec qui je suis mariée depuis 53 ans, me disait que je m'inquiétais pour rien. Tu es fatiguée, ma chérie, tu penses trop. Peut-être avait-il raison. J'avais lu des choses sur la démence récemment. Ça court dans la famille de ma cousine Eliane. J'avais vu ce que ça avait fait à sa mère. Je ne voulais pas de ça. Je ne voulais pas oublier les prénoms de mes petits-enfants, ni le goût du pain d'épices de la boulangerie au coin de la place Pie. Je ne voulais pas perdre les souvenirs que je porte en moi depuis toujours. Le parfum des cheveux de ma mère, le rire de mon père quand il dansait le dimanche. Alors j'ai pris rendez-vous. J'ai tout dit au docteur. Il m'a écouté sans me couper. Et après quelques tests, il a dit les mots déclin cognitif léger, et qu'il existait un médicament qui pouvait ralentir ça. Je ne savais pas encore que ce ne serait pas ma mémoire, le pire à perdre. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Le docteur Marchand, je le connais depuis presque 20 ans. Quand je l'ai rencontré, il venait de s'installer dans un petit cabinet rue Guillaume Puy. Il avait les cheveux plus épais alors, un sourire un peu timide et une façon de vous écouter et qui mettait à l'aise. Il ne m'a jamais fait sentir pressée, jamais donné l'impression que mes questions étaient bêtes. Ce jour-là, quand je lui ai parlé des matins effacés, du balai disparu, des rendez-vous oubliés, il n'a pas ri. Il a juste hoché la tête, pris quelques notes et m'a demandé si j'avais remarqué des changements d'humeur, si je m'étais déjà sentie perdue dans des lieux familiers, si je lisais encore. Oui, j'ai répondu. Je lis, mais parfois j'oublie l'histoire dès que je referme le livre. Ça a semblé l'interpeller. Il m'a demandé si je me souvenais des fins des derniers romans que j'avais lus. Je ne pouvais pas. Je me rappelais les couvertures, les personnages parfois, mais les fins me glissaient entre les doigts, comme du sable. Il a parlé de déclin cognitif léger. Il a dit que c'était fréquent. Pas une sentence, pas encore. Juste un signe. Vous êtes encore très lucide, Simone, il a dit. Vous l'avez détecté tôt. Il y a un médicament qui peut vous aider. Ça ne renversera pas les choses, mais ça peut vous permettre de garder que ce qui est encore là. Il m'a tendu une ordonnance et a posé doucement la main sur mon épaule. C'est une bonne chose que vous soyez venu. Je suis sortie de chez lui avec un curieux mélange de soulagement et d'angoisse. J'étais soulagée que cela ait un nom. Mais les noms ont un poids. J'ai gardé cette ordonnance dans mon sac pendant 2 jours avant de la relire. C'était comme reconnaître à voix haute que quelque chose en moi commençait à faiblir. Alain ne m'a pas demandé ce que le médecin avait dit. Il a vu le sac de la pharmacie plus tard et l'a à peine regardé. C'est pourquoi ça? Il a demandé en remuant son café à la table de la cuisine. Pour la mémoire, j'ai répondu doucement. Pour les oublis. Il n'a rien dit pendant un long moment, puis a ri doucement. Tu n'oublies pas, tu te souviens trop. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Ça sonnait comme une plaisanterie. J'ai souri pour éviter une dispute. C'était comme ça, avec Alain. Il fallait que ce soit simple, que ça reste tranquille. Les comprimés totem étaient petits, de forme ovale, rose pâle. Je les ai alignés dans une petite coupelle en verre, juste à côté de ma brosse à dents.
J'ai commencé à les prendre chaque matin après m'être brossé les dents, après avoir nourri les mésanges du jardin. Et petit à petit, quelque chose s'est éclairci. Pas du jour au lendemain, mais doucement. Le brouillard s'est levé. Je pouvais lire un roman du début à la fin et me souvenir de la dernière page. Je me souvenais des rendez-vous, de la liste des courses, même de l'endroit où j'avais posé ma tasse. Je me sentais plus stable. Je me sentais moi-même à nouveau. Mais je me suis aussi mise à m'observer plus attentivement. Pas seulement pour détecter l'oubli, mais pour noter quand il revenait. Car même à ce moment-là, quelque chose en moi pressentait une ombre, tapie au bord de cette nouvelle clarté. Quelque chose que je n'avais pas encore nommé. J'ai toujours été une femme de rituel. Il m'apaise, surtout dans une maison comme la nôtre, construite dans les années 50, pleine de grincements et de recoins qui vibrent au rythme du vent du sud. Alors, quand j'ai commencé ce traitement, je l'ai intégré à ma routine avec soin. Chaque matin, après m'être brossé les dents, j'ouvrais le rideau de dentelle qui pend devant la fenêtre de la cuisine. La lumière matinale inondait le carrelage froid, caressait doucement le plan de travail. Mon petit coffret en bois, celui qu'Alain avait sculpté pendant l'hiver 1984 quand l'usine tournait au ralenti, trônait à sa place. Dedans, mes boîtes de médicaments, rangées par type et par heure. Le comprimé pour la mémoire reposait à gauche, à côté d'un petit bol en céramique où je déposais mon alliance avant de faire la vaisselle. Je ne prenais jamais mes médicaments sans un verre d'eau et une prière. Une habitude transmise par ma mère qui murmurait toujours que ça me fasse du bien avant d'avaler quoi que ce soit. Ce rituel m'enracinait, il me rappelait qui j'étais, il me rassurait. Cet été-là, jour après jour, je me sentais un peu plus complète. J'allais jusqu'à la boîte aux lettres sans oublier ce que je devais poster. J'appelais Denise l'après-midi et je pouvais lui raconter une histoire sans perdre le fil. Je me surprenais même à fredonner en pliant le linge, des chansons que je n'avais pas chantées depuis des décennies. Mon esprit ressemblait à un jardin qui refleurissait, timide mais bien vivant. Alain ne disait pas grand-chose à ce sujet. Il ne me demandait pas si les comprimés faisaient effet. Il m'observait, pourtant, du coin de la table pendant que je coupais des fruits ou que je lisais à haute voix la rubrique nécrologique, comme je le faisais depuis toujours. Parfois, il poussait un de ses grognements discrets, ceux qu'il réservait autrefois à ses commentaires sur la météo ou la politique locale. Impossible de dire s'il approuvait ou désapprouvait. Nous étions mariés depuis si longtemps que le silence était devenu une langue à part entière. Je n'attendais plus de tendresse. Cela faisait des années que nous n'avions pas dansé, encore plus depuis que j'avais été hospitalisée pour mon opération de la hanche. Mais nous fonctionnions. Je cuisinais, il conduisait. Nous regardions le journal régional sur France 3 et nous débattions pour savoir si la mairie finirait par refaire les trottoirs de la rue Saint-Ruf. Ce n'était plus de l'amour comme à 20 ans, c'était autre chose. Un quotidien. Un après-midi, je l'ai surpris à fixer longuement mon coffret de pilules. Juste fixé. Les mains croisées sur le ventre, la bouche serrée. Je lui avais demandé s'il y avait un problème. Il a secoué la tête, s'est levé avec son grognement habituel et est sorti sans un mot. Cette nuit-là, j'ai rêvé de mon père. Il était assis dans notre ancien jardin, épluchant des noix, en fredonnant une mélodie que je n'arrivais pas à nommer. Dans le rêve, il m'a regardée et a dit: Souviens-toi de ce qui compte, ma fille. Je me suis réveillée avant l'aube. J'ai ouvert le rideau de la cuisine et regardé les étoiles s'éteindre au-dessus des alpilles. J'ai pris mon comprimé avec de l'eau, puis j'ai murmuré: Que ça me fasse du bien. Et pour la première fois depuis longtemps, j'y ai cru. C'était à la fin juillet que j'ai senti la première fissure dans ma routine. Le soleil était déjà brûlant en milieu de matinée, et la lumière entrait par les fenêtres comme une présence insistante. J'avais prévu de préparer un poulet basquaise. Élodie, ma fille, devait passer avec ses deux garçons. Mais quand j'ai ouvert le placard pour sortir le riz, je l'ai trouvé déjà cuit. Le couvercle du faitout était encore tiède. Il reposait là, sur la cuisinière, comme s'il n'avait jamais quitté le feu. Je suis restée plantée devant, immobile. J'ai cherché à me souvenir. J'ai scruté chaque recoin de ma mémoire, mais rien. Aucun souvenir du moment où j'avais lavé le riz, allumé le gaz, attendu l'ébullition. Tout ce processus, si familier, m'était étranger. Volé. Je me suis assise à la table de la cuisine, les coudes sur le bois froid, et j'ai frotté mes tempes, comme si j'allais faire remonter quelque chose. Mon esprit me semblait flou, bordé d'un halo comme une vieille photographie mal cadrée. J'ai regardé vers mon coffret à médicaments, et c'est là que je l'ai vu. Le comprimé. Encore là. Intact. J'ai fixé la petite pilule rose, le cœur battant. J'étais pourtant certaine de l'avoir prise. C'était mon rituel. Toujours après avoir nourri les mésanges, toujours avant d'éplucher les pommes de terre. Et pourtant, elle était là, comme une provocation silencieuse. Quand Alain est entré dans la cuisine, je lui ai demandé d'un ton que je voulais détacher: Tu m'as vu prendre mes médicaments ce matin? Il ne leva même pas les yeux de son journal. Tu les as peut-être déjà pris.
Tu oublies parfois, ma chérie. C'était dit si doucement, si naturellement, que j'ai presque voulu le croire. Peut-être que je les avais pris et que je les avais oubliés aussitôt. C'est ce que le médecin avait évoqué, non? Une possibilité. Mais quelque chose, là, au creux de moi, me piquait. Une sensation que je n'arrivais pas à éteindre. Et ce n'était pas la dernière fois. D'autres jours sont venus avec le même flou, des pilules manquantes, des après-midi brumeux, des conversations que je jurais avoir eues, mais que mes interlocuteurs ne se souvenaient pas. Une fois, j'ai même laissé la porte d'entrée grande ouverte. C'est une voisine, Madame Roussel, qui a frappé pour me prévenir, et je ne me souvenais même pas d'être sortie. À chaque oubli, une partie de moi s'effritait. Alors j'ai commencé à tenir un petit carnet, je l'ai posé sur ma table de nuit. J'ai noté l'heure à laquelle je prenais mes comprimés, la tenue du jour, les appels reçus. C'était mon encre, mon repère dans cette mer trouble. Mais même avec ça, certains trous restaient béants. Et Alain devenait plus insistant. Tu te dégrades, Simone, m'a-t-il lancé un soir, alors que je ne retrouvais plus la facture d'EDF. Peut-être que ce petit cachet ne suffit plus. J'ai hoché la tête, serrant les poings sur mes genoux. Ce n'étaient pas tant ses mots que son regard. Il voulait que ce soit vrai, que je décline. Et j'avais senti un frisson me traverser, glacial. Quelque chose ne tournait pas rond. Un après-midi, je l'ai surpris debout près de mon coffret à pilules. Il était trop proche, ses mains étaient hantés derrière son dos, comme s'il avait été pris sur le fait. Je suis entrée doucement, sans rien dire au début. Il n'a pas bougé. Puis j'ai demandé: Tu fais quoi là? Il a levé les yeux, esquissé un sourire lent, fatigué. Je vérifiais le plan de travail, a-t-il dit. Et il est sorti de la cuisine sans autre mot. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. La chaleur accrochait les murs et le ventilateur de plafond faisait un bruit sourd, régulier, insupportable. Je suis restée allongée, les yeux grands ouverts, le regard fixé sur le plafond, le souvenir de ce sourire logé dans ma poitrine comme un caillou. Il y avait quelque chose qui m'échappait. Ce n'était plus seulement l'oubli, ce n'était plus seulement la peur de vieillir, c'était autre chose, une crainte nouvelle, plus sourde, comme si le monde autour de moi commençait à bouger subtilement et que j'étais la seule à ne pas avoir reçu le mémo. Le lendemain matin, l'air était déjà lourd avant que le soleil ne se lève. J'étais réveillée tôt, les idées encore engourdies, la bouche sèche. J'ai traîné mes pieds jusqu'à la cuisine pour prendre mon comprimé, pensant que ça ferait peut-être passer le brouillard. Et là, je me suis figée. Le flacon était scellé. Du ruban adhésif transparent, épais, enroulé tout autour du bouchon. Posé avec soin, comme pour verrouiller l'accès. Je l'ai touché du bout des doigts. Ce n'était pas un geste maladroit. Ce n'était pas moi. Je n'utilise jamais ce genre de ruban. Je n'en garde même pas dans ce tiroir. Celui-là, je le reconnaissais. Alain le range dans le garage, à côté des cartons qu'il utilise pour envoyer ses vieilles pièces détachées à son cousin à Carcassonne. J'ai décollé lentement le ruban, les mains tremblantes. Je l'ai posé sur le plan de travail, comme s'il risquait d'exploser. J'ai avalé le comprimé avec un grand verre d'eau, mais mon estomac s'est noué immédiatement. Quand Alain est entré dans la cuisine, je l'ai observé. Il avait l'air détendu. Il a versé son café, s'est gratté le cou, s'est installé à la table comme si de rien n'était. Je suis restée près de l'évier, à frotter une assiette propre pour me donner une contenance. Puis j'ai dit, le plus doucement possible: Tu as mis du scotch sur mon flacon de médicaments? Il a levé la tête, un air confus sur le visage. Quoi? Le flacon. Ce matin, il était scellé. Il a plissé le front, haussé à peine les épaules. Tu l'as peut-être fait sans t'en rendre compte. Encore cette phrase, encore ce ton, pas inquiet, pas doux, juste posé comme une vérité déjà décidée, comme si l'oubli était à moi, comme si je devais le porter, le justifier. Je n'ai rien dit d'autre, j'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, quelque chose s'est déplacé. Ce n'était plus du doute, c'était de la peur, une peur que je ne connaissais pas, car si mon esprit me trahissait, c'était une chose. Mais si celui avec qui je partageais mon lit m'aidait à tomber, alors là, tout changeait. Et cette nuit-là, j'ai caché le flacon dans le placard à conserve, derrière les bocaux de haricots secs. J'ai pris le comprimé en cachette quand Alain est allé se coucher. Et j'ai recommencé à écrire. Pas juste l'heure et la date, mais tout. Mes pensées, les regards, les silences. Parce que si je ne les notais pas, qui les garderait pour moi? Nous avons emménagé dans cette maison de la rue des Lys à l'été 1972. J'avais 26 ans, enceinte de notre deuxième enfant, et le quartier sentait encore la lavande et les lessives qui séchaient dehors. À l'époque, Avignon semblait plus petit, plus tranquille. On pouvait encore aller à la boulangerie en laissant la porte ouverte derrière soi. Tout le monde connaissait le prénom du facteur. Et Alain,
Alain avait encore ce regard doux, cette maladresse de jeune homme qui faisait rire mes sœurs quand je l'avais ramené pour la première fois chez mes parents. La maison était modeste, 2 chambres, des murs en crépi blanc, un petit balcon qu'on avait promis de repeindre mais qu'on n'a jamais vraiment retouché. Mais c'était chez nous. On y a élevé nos enfants, ri à des repas de Noël, autour de la vieille table de chêne qui grinçait à chaque mouvement. J'avais gardé les rideaux brodés par ma mère, juste avant qu'elle ne tombe malade. Chaque tuile, chaque fissure dans les murs contenait un morceau de nous. Et puis les années ont passé. Les choses se sont durcies. Alain a changé après avoir été licencié de l'atelier où il travaillait depuis 20 ans. Il a fait de petits boulots ensuite, mais quelque chose en lui s'est refermé. Il est devenu plus silencieux, plus distant. Il ne levait jamais la main, non, ce n'était pas ce genre de violence, c'était plus discret. Il ne riait plus, ne touchait plus. Et moi, comme beaucoup de femmes, j'ai comblé les vides avec des gratins, des lessives, des petits-enfants, avec du pardon. On a enterré des amis, pleuré à des baptêmes, vu notre fille devenir infirmière, nos fils s'installer ailleurs. Le temps s'est empilé, couche après couche, comme de vieux papiers jaunis qu'on n'ose pas jeter. Alors, quand les trous dans ma mémoire sont apparus, j'ai cru que c'était ça, vieillir, que c'était le prix d'un amour qui s'éteint sans faire de bruit. Peut-être qu'on devient juste plus silencieux parce qu'il n'y a plus rien à dire. Peut-être que c'est des comme ça que l'amour finit, non pas dans une explosion, mais dans une brume. Mais je n'arrivais pas à oublier cette histoire de ruban adhésif. Le regard d'Alain ce matin-là, le ton de sa voix, tout ça me restait sur la peau, comme une tache d'huile. Et j'ai repensé au petit bleu que j'avais laissé passer, à sa main qui m'agrippait parfois un peu trop fort quand je parlais trop fort à l'église. À son regard quand j'avais voulu rejoindre les jardiniers du quartier au printemps dernier, il avait levé les yeux au ciel et murmuré: Tu vas encore te ridiculiser. Et il y avait aussi ces mots, dans la nuit, des phrases marmonnées, parfois dures, parfois incohérentes. Une fois, j'ai entendu: Tu ne vas pas recommencer avec ça. Et je n'étais même pas réveillée avant qu'il ne parle. À quoi répondait-il? 53 ans dans cette maison, dans cette vie, m'avaient appris à ignorer les fissures, à les couvrir de silence. Mais désormais, ces fissures semblaient béantes, dangereuses, comme si je traversais ma propre maison sans savoir ce qui m'attendait derrière chaque porte. Je me suis surprise à me demander: a-t-il toujours été comme ça? Ou est-ce que je le vois seulement maintenant tel qu'il est vraiment? Dans les 2 cas, ça me terrifiait. C'est étrange de faire semblant d'oublier. On pourrait croire que c'est facile. À mon âge, l'oubli est attendu, presque accepté. Mais simuler l'amnésie, faire de son propre esprit une mise en scène, demande une vigilance constante. Il faut s'observer soi-même comme le ferait un étranger, écouter sa propre voix avec méfiance, peser chaque mot comme s'il risquait de nous trahir. J'ai commencé doucement. Je posais des questions dont je connaissais déjà les réponses. On est allé à la pharmacie hier, non? Ou est-ce qu'Élodie a appelé ce matin? Alain répondait toujours rapidement, trop rapidement, comme s'il attendait que je me perde. Non, tu confonds avec la semaine dernière. Ou bien, elle t'a déjà appelé, tu ne t'en souviens pas? Et moi, je hochais la tête. Je faisais semblant de le croire. Mais chaque mot, chaque phrase, je les écrivais. J'ai déplacé mon carnet sous mon linge de corps, dans le tiroir du bas de ma commode. Je notais tout. Les dates, les vêtements que je portais, ceux que j'avais mangés, qui j'avais croisés en ville. Je dessinais des cercles autour des événements que je voulais retenir 2 fois plus fort. Comme ce bleu, large et sombre, qui était apparu sur mon bras un matin après une dispute à propos de notre compte en banque. Ou la douleur dans ma hanche, sourde et lancinante, survenue juste après que je lui ai dit que je voulais chanter à la chorale de la paroisse. Ce bleu-là, je m'en souvenais très bien. Je me souvenais de la dispute, de sa mâchoire qui se serrait, de sa voix qui descendait d'un ton, devenant plus froide, de sa main ferme sur mon bras. Mais au réveil, il avait agi comme si de rien n'était. Tu as dû te cogner quelque part, avait-il dit, alors même que je fixais la marque en forme de pouce sur ma peau. Une autre fois, j'ai déplacé volontairement mon flacon de pilule. Au lieu de le laisser dans le coffret, je l'ai mis dans le placard au-dessus de l'évier. Le lendemain, il était revenu à sa place, dans le coffret, bien rangé, exactement comme avant. Je n'avais pas fait cette action. J'en étais certaine. Je commençais à remarquer les manies d'Alain, sa façon de traîner autour de moi quand j'approchais du coffret. Parfois, il restait assis avec un journal qu'il ne lisait pas. D'autres fois, il prétendait bricoler le thermostat juste en dehors de la cuisine. Il était là, toujours là, à m'observer. Mais le plus dur, ce n'était pas la peur. C'était le doute. Ce moment d'hésitation où je me demandais si je n'étais pas cruelle, si je ne lui prêtais pas des intentions qu'il n'avait pas. Et à chaque fois que ce doute s'insinuait, je retournais à mon carnet, à mon écriture.
aux détails que je ne pouvais pas inventer, aux comprimés manquants, aux jours où je me sentais comme une ombre chez moi. Un soir, après une journée particulièrement rude, il avait crié, claqué une porte, me laissant tremblante. Je me suis vue dans le miroir du couloir. Mes yeux ne me semblaient plus familiers. Ils n'étaient pas seulement fatigués, ils étaient chargés, chargés de tout ce que je prétendais ignorer. Et dans le noir, en chuchotant, je me suis dit: il pense que je suis déjà partie. Mais je ne l'étais pas, pas encore. C'était un mardi matin quand je me suis réveillée en boitant. Pas un petit boitillement dû à une mauvaise position de sommeil ou à l'âge. Non, c'était une douleur profonde, bien ancrée, qui me tirait du genou jusqu'à la hanche. Chaque pas devenait un effort, chaque mouvement, un rappel. J'ai d'abord cru à une chute nocturne, mais rien dans la maison n'était déplacé. Aucun coussin au sol, aucune lampe renversée. Juste cette douleur sourde et constante. Alain, en me voyant marcher lentement jusqu'à l'évier, n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Il a juste levé les yeux vers moi, puis les a reposés sur ses mots croisés. Ce silence, ce refus de voir, pesait plus lourd que n'importe quelle blessure. Je me suis assise sur le canapé, les jambes allongées avec précaution, et j'ai fouillé ma mémoire. Le carnet m'a aidé. La veille, j'y avais noté une petite dispute. Rien de nouveau. J'avais parlé de retourner à la messe le dimanche matin. Alain n'avait pas aimé l'idée. C'est trop risqué pour toi avec ta mémoire, avait-il dit. Tu vas finir par te perdre ou dire des bêtises devant tout le monde. J'avais répondu que je n'étais pas une enfant. Il avait alors marmonné: vu comment tu agis, t'en es pas loin. Je me souvenais de son visage, de sa mâchoire crispée, de la façon dont il s'était avancé d'un pas, un peu trop vite, un peu trop près. Mais après ça, le noir. Rien. Je n'avais écrit qu'une ligne supplémentaire, chaleur étouffante, et puis plus rien. Ce vide m'a terrifiée. J'ai compté les comprimés. Encore une fois, il en manquait un, j'en étais sûre. Je les avais tous marqués au feutre rouge, un minuscule point à la base de chaque capsule, et maintenant il en manquait un de plus que prévu. Et maintenant cette douleur. Je me suis penchée pour toucher mon genou, et la grimace me s'est venue toute seule. Ce n'était pas un accident. Mon corps se souvenait. Même quand mon esprit hésitait, mon corps, lui, gardait la trace. J'ai passé la journée dans une colère sourde, pas de cris, pas de pleurs, seulement ce silence dur, tendu comme un fil. J'ai regardé Alain arroser les géraniums dehors comme si de rien n'était. Je l'ai écouté siffler doucement en pliant son journal, comme si nous étions un vieux couple tranquille, ordinaire, avec ses habitudes. Mais en moi, quelque chose grondait. Ce n'était pas seulement la douleur. C'était la conscience que tout cela avait un sens, qu'il savait ce qu'il faisait, qu'il construisait, jour après jour, un monde où je n'aurais plus la force de parler, où je deviendrais celle qu'il disait que j'étais, confuse, fragile, instable. Ce soir-là, quand il s'est couché, je suis restée debout dans l'encadrement de la porte. J'ai regardé son dos, le mouvement régulier de sa respiration, et je me suis demandé si cet homme m'aimait vraiment, pourquoi avais-je si peur de dormir à ses côtés. Je suis allée dans le salon et j'ai dormi sur le canapé. Le seul bruit était le ronronnement du frigo. Avant de fermer les yeux, j'ai écrit 5 mots dans mon carnet, entourés de 2 cercles rouges. Cette douleur ne ment pas. Le sous-sol avait toujours été le domaine d'Alain. C'était son territoire, son refuge. Je n'y descendais plus beaucoup. Pas par peur, mais par habitude. Au fil des années, il y avait accumulé outils, pots de peinture, cartons de souvenirs et l'odeur persistante de l'huile de moteur. Il disait que c'était son atelier, son coin, à lui. Je le respectais. J'avais mes espaces, lui les siens. Mais ce matin-là, quelque chose m'a poussé à y aller. Une intuition, une inquiétude qui refusait de se taire. Il était parti chercher une pièce pour le ventilateur de la véranda. 30 minutes, pas plus. Je savais que je n'aurais pas beaucoup de temps. J'ai ouvert la porte grinçante et descendu lentement les marches, une main fermement posée sur la rampe. L'ampoule nue au plafond a baigné la pièce d'une lumière jaunâtre, vacillante. L'air y était plus froid, comme si la maison retenait sa respiration. Je ne savais pas ce que je cherchais. Je suis allée vers l'établi, j'ai fouillé dans les tiroirs, les vieilles boîtes de clous, les sachets de vie. Rien ne sautait aux yeux. J'ai ouvert les placards en métal, déplacé les cartons de décoration de Noël. Tout semblait à sa place, et pourtant, tout sonnait faux. Puis mon regard a été attiré par un vieux pot de café, un bocal en métal rouge et or, marqué Café de Lyon. Je me souvenais de ce pot. Alain y tenait, disait qu'il aimait son design. Il l'avait toujours gardé à portée de main, autrefois sur son établi. Mais maintenant, il était caché derrière la chaudière, coincé entre une chaise pliante et une glacière rouillée. Mon cœur a cogné dans ma poitrine quand je l'ai attrapé. J'ai soulevé le couvercle, et je les ai vus, mais comprimés.
Des dizaines, tous marqués de ce minuscule point rouge que j'avais soigneusement tracé, chaque gélule volée, dissimulée ici. Preuve que je ne devenais pas folle, preuve que je n'avais rien imaginé. Je me suis assise par terre, sur le béton froid, le bocal serré contre moi comme un trésor sinistre. Mes genoux protestaient, mais je n'y prêtais pas attention. Mes mains tremblaient, ma respiration s'était faite lente, étouffée, comme si je venais de plonger sous l'eau. Il ne s'agissait plus d'erreur, ce n'était pas un excès de prudence, ni une maladresse. Il avait délibérément, jour après jour, pris ses pilules, m'avait laissé croire que je les avais oubliées. Il avait construit autour de moi un monde fait de confusion, d'absence, de doute. Il ne voulait pas seulement me faire taire, il voulait m'effacer. Je suis restée là un long moment, le bocal sur les genoux, le souffle court. Tout devenait clair, les bleus, les oublis, les douleurs inexpliquées. Rien n'était inventé, rien n'était une simple coïncidence. Il avait bâti une version de moi trop affaiblie pour se défendre, mais moi je tenais entre mes mains la preuve. Et en remontant lentement les escaliers, chaque marche résonnant comme un tambour, je savais une chose, je ne disparaîtrai pas dans le silence. Pas sans me battre. Le lendemain matin, l'air dans la cuisine semblait plus dense, presque étouffant, comme s'il savait ce que j'allais faire. J'ai posé la boîte métallique au centre de la table, entre nous. Pas un mot. Juste ce cylindre cabossé, silencieux mais chargé. Alain l'a regardé, puis il m'a regardé. Ses yeux se sont plissés, méfiants. C'est quoi ça? C'est toi qui devrais me le dire, ai-je répondu, ma voix posée mais ferme. Je n'ai pas détourné le regard. Je l'ai observé, notant la tension dans ses épaules, la crispation de ses doigts autour de sa tasse de café. Il n'a pas touché la boîte, il ne l'a même pas ouverte. Il a juste poussé un soupir, un de ces longs souffles résignés, comme s'il venait d'être pris en excès de vitesse mais espérait encore échapper à l'amende. Je voulais éviter que tu t'énerves, a-t-il dit au bout d'un moment. Tu t'angoisses peut-être pour rien. Tu te souviens pas toujours bien, Simone. J'essayais juste de garder la paix. Les mots ont flotté entre nous, lourds, amers. Je les regardais longuement. Mon cœur battait si fort que j'en avais mal au crâne. En me prenant mes médicaments, en me faisant croire que je perdais la tête, il a haussé les épaules, le regard fuyant. Tu comprends pas. Tu sais pas comment tu deviens, parfois. Tu pleures pour rien. Tu parles de choses qui n'ont jamais eu lieu. Et quand j'essaie de t'expliquer, tu cries. Tu te fais peur toute seule. Je n'ai pas crié, je n'ai même pas levé la voix, mais j'ai répondu, d'une voix plus assurée que je ne l'aurais cru. Non, Alain, c'est toi qui me fais peur. Il s'est figé. Ce fut la première fois, ce matin-là, qu'il m'a vraiment regardé. Non pas avec colère, ni avec tendresse, mais avec ce mélange de gêne et de surprise. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai tenu un journal, ai-je continué. J'ai tout noté, les dates, les mots, les silences, et j'ai retrouvé les comprimés, tous ceux que tu m'as enlevés. Tu voulais que je doute, que je sois faible, que je me taise. Il a soufflé un c'est pas ce que tu crois, mais sa voix manquait de force. Il savait que c'était fini. Si, ai-je dit, c'est exactement ce que je crois. Nous sommes restés là, assis, entourés par 53 ans de mariage qui venaient de se craqueler sous le poids de cette boîte en métal. Il n'a plus rien dit. Il a regardé le grille-pain comme si l'appareil allait lui souffler quoi faire. J'ai besoin d'espace, ai-je murmuré. Je vais aller chez Élodie quelques jours. Il n'a pas protesté, il n'a pas supplié, il a simplement hoché la tête, lentement, comme s'il acceptait une défaite à laquelle il ne croyait pas devoir faire face. Je suis montée faire ma valise avec un calme inattendu, pas de panique. Juste cette certitude, je n'étais pas folle, je n'étais pas fragile. Il avait essayé de me faire disparaître, mais j'étais encore là. Et je me souvenais de tout. Le lendemain matin, je me suis retrouvée assise dans le cabinet du docteur Marchand. La boîte de comprimés reposait sur mes genoux, silencieuse comme une confession. Il a pris le temps de l'ouvrir, de compter, de lire les dates dans mon carnet. Il a parcouru les pages une à une, en silence, fronçant légèrement les sourcils comme il le faisait toujours lorsqu'il se concentrait ou qu'il était contrarié. Il n'a rien dit tout de suite. Il a refermé le carnet, lentement, puis il m'a regardée. Simone, a-t-il dit doucement, ce que vous décrivez là, ce n'est pas de l'oubli, c'est de la manipulation. J'ai baissé les yeux vers mes mains, nouées sur mes genoux. Alors je ne... Non, a-t-il coupé fermement. Vous n'êtes pas en train de perdre la tête. Ce que vous avez vécu a un nom. Ça s'appelle du gaslighting. Je connaissais ce mot. Je l'avais entendu quelque part, peut-être dans un reportage à la télé ou dans l'un des magazines médicaux qu'Élodie laissait traîner dans sa salle de bain, mais je ne savais pas ce qu'il voulait vraiment dire. Je lui ai demandé. Il a expliqué,
posément. C'est ce qui se passe quand quelqu'un, intentionnellement, vous fait douter de votre mémoire, de votre jugement, de votre santé mentale. C'est subtil, discret, mais réel et destructeur. Je me suis sentie vidée et soulagée à la fois, comme si l'on mettait enfin un mot sur ce mal invisible qui m'empoisonnait depuis des mois. Gaslighting, voilà ce que c'était. Chaque moment de doute, chaque trou noir, chaque pilule manquante, ce n'était pas le temps ou la vieillesse. C'était un piège. Le docteur m'a donné quelques documents, des numéros de soutien, un contact pour une psychologue qu'il recommandait. Mais plus que tout, il m'a offert sa confiance. Il m'a cru, il ne m'a pas fait sentir petite. Et ça, à ce moment-là, c'était tout ce dont j'avais besoin. Après mon rendez-vous, je suis passée par la bibliothèque municipale, avenue Montclar. J'avais besoin de comprendre, de lire, de me replacer dans cette réalité. Une bibliothécaire gentille, à la voix douce et aux lunettes épaisses, m'a aidée à trouver quelques livres et articles imprimés. J'ai feuilleté, assise dans un coin tranquille, des récits qui résonnaient. Des femmes comme moi, longtemps réduites au silence, rendues invisibles dans leur propre vie. Je n'étais pas seule. Ce soir-là, de retour chez Élodie, nous nous sommes assises sur la terrasse. Le vent faisait frémir les feuilles du figuier. J'ai tout raconté, d'un trait, sans filtre. Elle n'a pas posé de questions, pas tout de suite. Elle m'a juste écoutée, les yeux brillants. Quand j'ai terminé, elle a pris ma main. Maman, elle a dit dans un souffle. Je sentais quelque chose, je savais pas quoi, mais je le sentais. Nous avons pleuré doucement, pas seulement pour ce qui avait été fait, mais pour toutes les années de silence, pour les jours où j'avais cru que c'était normal de s'effacer. Cette nuit-là, j'ai dormi sans peur. Et au matin, dans la salle de bain d'Élodie, j'ai pris mon comprimé. Le flacon était dans l'armoire, fermé à clé. Aucune bande adhésive, aucun doute. Juste un geste simple, chargé de vérité. Je n'étais pas folle. Et désormais, je connaissais le nom de ce que j'avais vécu. Et avec ce nom venait la force. Les jours suivants, Élodie est devenue mon encre. Elle a modifié ses horaires à l'hôpital pour ne pas me laisser seule trop longtemps, préparer des soupes comme celles que je faisais autrefois, et apporter des petits plats du traiteur italien du quartier où nous allions quand les enfants étaient petits. Elle ne m'a pas submergée de questions. Elle s'était contentée d'être là, de m'écouter, de m'aider à respirer à nouveau dans une maison où je n'avais jamais eu besoin de me cacher. Un soir, pendant qu'elle découpait des carottes sur la planche en bois, je l'ai regardée et j'ai dit: «Je suis restée silencieuse pour ne pas faire d'histoire». Elle n'a pas levé les yeux. «Tu as survécu, maman. Tu t'es protégée comme tu pouvais». Ces mots se sont logés profondément en moi. Toute ma vie, j'avais cru que le silence était une forme de force, qu'il valait mieux supporter que déranger, qu'il fallait avaler les douleurs, les fêlures et continuer. Mais cette façon de taire le mal, je le comprenais maintenant, ne le rendait pas plus petit. Il s'enracinait, et parfois il finissait par pousser dans l'ombre. Alors, ensemble, nous avons fait un plan. Pas de confrontation, pas de drame, juste une sortie discrète, organisée, digne. Élodie a trouvé un appartement dans une résidence senior à 2 pas de son travail, sur les hauteurs de Montfavet. Un petit immeuble lumineux, avec des balcons fleuris, un personnel bienveillant et une vue dégagée sur les Alpilles. Ce n'était pas une maison de retraite. Ce n'était pas un abandon. C'était un choix. Le jour où nous sommes retournés dans la maison pour récupérer mes affaires, Alain n'était pas là. Élodie avait appelé en avance pour s'en assurer. J'ai parcouru chaque pièce, comme on effleure un vieux livre, avec soin, sans précipitation. J'ai pris mon écharpe préférée, mon chapelet, quelques photos des enfants petits. Pas tout, juste ce qui comptait. Dans la cuisine, mon regard s'était posé une dernière fois sur le coffret en bois, toujours à sa place, près de la fenêtre. Le flacon de comprimé y reposait, fermé, immobile. La bande adhésive avait disparu. Le coffret semblait presque paisible. Il savait. Je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas emporté, je l'ai laissé là, comme on laisse une page tournée. Chez Élodie, nous avons rangé mes affaires dans la chambre d'amis en attendant le déménagement officiel. Le soir, nous avons regardé un épisode d'un feuilleton sur France 2, ses pieds sous une couverture, sa tête posée sur mon épaule comme quand elle était petite. Je pensais à toutes ces années à contenir ma douleur, à la plier comme un vieux linge dans les coins d'un mariage qui n'avait plus rien de tendre. Et maintenant, j'étais là. Pas en fuite, pas cachée, mais debout. J'avais perdu un mari, mais je n'avais pas tout perdu. J'avais gardé mon nom. Et surtout, j'avais retrouvé mon esprit. Le jour du déménagement est arrivé sans fracas.
Pas de scène, pas de cris, juste la lumière douce d'un matin d'automne sur les platanes et la voix d'Élodie me demandant si j'avais bien pris mes médicaments. Mon petit-fils Thomas est venu avec sa camionnette. Il a porté les cartons avec la même délicatesse que lorsqu'il soulevait mes chats pour les mettre sur le canapé quand il était petit. Je me suis contentée de ma valise, de quelques sacs, de 2 cadres photos. Rien de lourd, rien d'encombrant. Le strict nécessaire pour commencer ailleurs. Nous avons quitté la maison sans un mot. Je n'ai pas laissé de notes, il n'y avait rien à expliquer. Tout avait été dit, ou plutôt, tout avait été compris. S'il voulait la paix, il pouvait rester dans le silence qu'il avait créé. La résidence de Montfavet n'était pas grande, mais elle avait une clarté et qui m'a saisie dès l'entrée. Mon appartement donnait sur un petit jardin partagé, où les résidents faisaient pousser des tomates et des herbes aromatiques. À travers la baie vitrée, on voyait des oiseaux venir picorer les miettes sur les murets. Les murs étaient clairs, les draps et ne sentaient pas le renfermer, et le personnel souriait sans excès, avec sincérité. Élodie est restée avec moi les premières heures. Elle a vidé les cartons, accroché mes foulards, installé mes livres sur les étagères. Elle a même placé mon carnet dans le tiroir de la table de nuit, sans un mot, comme un talisman qu'on garde près de soi. Elle a suspendu mon chapelet au mur, juste au-dessus du lit, là où le soleil tape en fin d'après-midi. Quand elle est partie, elle a embrassé mon front et dit: «Je repasse demain après le travail. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit». Quand la porte s'est refermée derrière elle, je suis restée assise un moment sur le bord du lit. Ce silence, cette fois, n'était pas une menace. C'était un espace, un souffle, un lieu où rien n'était dissimulé. Plus tard, une aide-soignante était venue toquer doucement. Elle s'appelait Camille. Elle ne m'a appelée Madame Simone et m'a proposé de l'aide pour les derniers rangements. J'ai refusé gentiment. Elle m'a souri. Je sens que vous êtes du genre indépendante. J'ai souri à mon tour, peut-être plus que je ne le pensais. Le soir, je me suis tenue devant la fenêtre et j'ai regardé les lumières d'Avignon scintiller au loin. Les toits, les ruelles familières, tout ce qui m'avait formée était encore là. Mais moi, je n'étais plus la même. J'avais passé une vie à m'effacer, à replier mes vérités sous les convenances, à croire qu'aimer, c'était endurer. Mais maintenant, je savais. Aimer ne devait pas vous réduire. Aimer ne devait jamais vous faire douter de votre propre réalité. Je n'avais pas besoin de raconter toute l'histoire aux autres résidents. Ce n'était pas nécessaire. Moi, je la connaissais. Elle était inscrite dans chaque page de mon carnet, dans chaque pilule que j'avais marquée d'un point rouge, dans chaque mot que j'avais osé prononcer à voix haute. Et ce soir-là, j'ai dormi profondément, sans peur, sans oublier. Aujourd'hui, chaque matin, je me réveille avant le bruit des chariots dans le couloir. Camille frappe doucement à ma porte, toujours à la même heure, avec mon café au lait bien chaud et une tartine qu'elle laisse sur la table. Elle me souhaite une bonne journée avec cette simplicité qui n'attend rien en retour. Je l'entends s'éloigner pendant que j'ouvre doucement les rideaux. La lumière du soleil passe à travers les feuilles du figuier du jardin, projetant des ombres dansantes sur les murs. Je prends mon comprimé sans trembler, sans me demander s'il en manque un. Je le garde dans une petite boîte sur ma table de nuit, à côté de l'horloge et d'une carte de prière. Et comme chaque matin, je chuchote: «Que ça me fasse du bien». Cette fois, je sais que ça me fera du bien. Élodie vient souvent, parfois avec Thomas, parfois avec les petits. Elle y apporte des photos, des biscuits de la boulangerie près de son travail, des anecdotes de l'hôpital qui me font rire. Nous parlons plus qu'avant, plus librement. Il n'y a plus de gêne, plus de secrets à contourner. Il lui arrive encore de me regarder longuement, comme pour vérifier que je ne suis pas en train de disparaître. Je lui souris. Je veux qu'elle sache que la seule chose que j'ai perdue, c'est le poids du silence. Parfois, je m'assois dans le jardin, j'écoute le vent, je regarde les autres résidents marcher à petits pas, discuter de tout et de rien. Personne ne me demande ce que j'ai vécu, et je n'en ressens pas le besoin. Mais en moi, chaque souvenir est rangé avec soin. Je les ai récupérés un à un comme des bijoux tombés dans une rivière. Je les garde non pas pour souffrir, mais pour me souvenir avec lucidité. Je me rappelle Alain en train de siffler en arrosant les plantes, le bruit du vieux volet dans la cuisine quand il rentrait les matins d'hiver, l'odeur du café qu'il préparait le dimanche. Il y a eu des bons moments, je ne les nie pas. Mais je me rappelle aussi le regard dur, la main trop ferme, les phrases qui blessent dites à voix basse, le flacon scellé, les comprimés volés, les longues minutes de doute plantées dans ma poitrine. Je me rappelle tout, et c'est ça qui compte. Car se souvenir, c'est résister, c'est dire: «Je suis encore là». C'est refuser de se laisser redéfinir par quelqu'un d'autre. Chaque page de mon carnet, chaque point rouge sur une pilule, c'était moi qui disais: «Tu ne m'effaceras pas». On me demande parfois si je me sens seule ici. Non, je me sens stable, je me sens reconnue, par moi-même, si ce n'est par les autres.
Et le soir, quand le ciel au-dessus d'Avignon devient or et violet, je m'assieds à ma fenêtre, une tasse dans les mains, et je souris. J'ai traversé l'oubli, j'ai sauvé mon esprit, et ce faisant, j'ai retrouvé la part de moi que j'avais abandonnée, morceau par morceau, croyant que l'amour exigeait ce sacrifice. Je m'étais trompée. L'amour, le vrai, ne vous efface jamais. Le véritable amour se souvient.